Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel. Bonjour Jérôme. Bonjour François, il ne faut pas crier, tu es dans... Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? J'exulte, je suis tellement content de te revoir après toutes ces semaines d'absence. Mais moi aussi. Moi aussi, très bien. C'est une réplique de film célèbre, oui, moi bien. aussi. Évidemment. Voilà, on est ravis, c'est vrai qu'on vous a un petit peu abandonné là ces dernières semaines. Non mais c'est vrai, on vous a laissé sur le bas-côté de la route comme ça. C'est horrible. Mais on vous a accroché à un arbre. On a des excuses, on était un peu occupés. On avait du Las Vegas, on avait du truc, on avait du machin. Et d'ailleurs, on va tout vous dire maintenant. Enfin, on va en reparler. De quoi on va parler? Eh bien écoute, on va revenir sur le CES de Las Vegas, forcément, parce Évidemment. que c'est encore tout frais dans notre mémoire. On a plein de choses à vous raconter. On vous parlera aussi de nos rencontres. Vous savez qu'avec Jérôme, on a la chance dans notre métier de rencontrer des personnalités assez intéressantes. Eh bien, on vous parlera de chacune d'entre elles. Chacun de nous vous fera part de sa dernière rencontre qui lui a plu vraiment. Et puis, il y a les gens et il y a les gadgets high-tech. Eh bien, on terminera chacun par un petit coup de cœur pour un gadget tech. Tout à fait. Hein, voilà. C'est pas mal quand même au programme. Attends, moi ça me paraît bien. Bon, allez, on y va. C'est chez Jérôme et François, au cas où vous ne le saviez pas. Et on est ravis de vous retrouver comme tous les mois. Bon, est-ce que tu t'es remis du CES de Las Vegas? Ah bah écoute, oui, je m'en suis remis. Bah, ça fait un mois quand même maintenant. Alors je sais que mon grand âge fait que le jet lag est de plus en plus difficile à encaisser. Non, mais écoute, ça va, ça s'est bien passé. C'est toujours un périple, ce CES. Ouais. Parce que, tu sais, moi, ça me fait toujours rigoler les gens. Quand tu croises des gens au travail, on te dit « Ah, tu vas au CES, ça va être top, etc. Tu vas jouer au casino. » Ouais, mon œil, mon pote, tu vas voir un peu. Quand on fait toutes les émissions qu'on fait, la pression... Cette année, en plus, on a eu pas mal de pression quand même, parce que c'était un CES un peu bizarre. Hein. Oui, mais c'était quand même plus agréable d'une certaine manière. Oui, c'est ça le paradoxe. Oui, bien sûr. Beaucoup d'absents, beaucoup d'exposants qui n'étaient pas là et beaucoup de visiteurs. Il y avait moitié moins de visiteurs. Mais du coup, pour nous, il faut reconnaître que c'était plus facile. Hein. Tout à fait. Alors attends, il y avait moitié moins d'exposants, mais il y avait 4 fois moins de visiteurs. Ouais. Parce que tu sais que normalement, le CES, dans sa grande année, donc en 2020, juste avant la pandémie, hein, rappelle-toi, on y était, c'était 180 000 visiteurs. Ouais. Là, on était à 40 000. Tu te rends compte? C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais bon, Gary Shapiro, quand même, a sauvé le truc. Tout à fait. Il a eu raison de le maintenir. Oui. Et nous, on a eu raison d'y aller. Parce que c'est vrai qu'on s'est posé, et on peut vous le dire, on peut vous raconter un peu comment c'est organisé ce CES, mais avec Jérôme, on discutait énormément pendant les fêtes de fin d'année pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On y va pas. On voyait les annulations qui tombaient les unes après les autres. C'est ça. Il y avait le Covid, puis il y avait la vague Omicron qui arrivait. On a eu plein de collaborateurs qui se sont retrouvés positifs. On s'est dit, mais ils vont pas pouvoir partir au CES parce qu'ils ne pourront pas arriver aux États-Unis. Ouais. Donc, on a tenu bon et ça s'est bien passé. On a fait plein de choses à la fois pour Zéro TV, mais aussi pour BFM Business, toi pour ton podcast. Et on a bien fait. Parce qu'il faut savoir typiquement que, tu vois, BFM Business était le seul média européen à faire du broadcast. C'est incroyable. Bah oui, alors que le CES, d'habitude, il y a des centaines de médias, tu vois. Tous les médias américains avaient annulé leurs émissions en direct. Tout à fait. Bon, alors on ne va pas vous refaire tout le CES. Il faut aller voir toutes nos vidéos. Alors là, vous en avez pour votre argent. Si vous avez envie de vous refaire tous les replays du CES de Las Vegas de 2022, entre 01 TV, BFM Business et tes podcasts, et Monde Numérique, il y a de quoi faire, franchement. Il y a de la matière. Hein. Mais quand même, on voulait marquer le coup avec deux souvenirs. Oui. Hein, un souvenir chacun. Un souvenir chacun. Mais bien sûr. Bon, allez, vas-y, c'est quoi ton meilleur souvenir? Écoute, mon souvenir, si vous nous avez suivis, vous allez vous en souvenir. Parce que c'était le Tesla Loop. Parce que franchement, et c'est vrai que j'étais un peu bassiné avec cette histoire-là. Au début, tu m'as pris un peu pour un débilos. Hein. Mais souvent, c'est comme ça. Hein. Souvent, et chaque fois, c'est dans un sens ou dans l'autre. Hein. Oui. On a une lubie. Là, c'était ta lubie. On essaie de convaincre l'autre qu'on a un truc incroyable. Et c'est vrai que j'étais encore à Paris et je voyais des sites web qui expliquaient, avec The Boeing Company, qui est la boîte d'Elon Musk, et tout ce que représente Elon Musk aujourd'hui. Hein. Ce fantasme, c'est un fantasme sur pattes, ce gars-là. Il fait plein de trucs incroyables, il énerve autant qu'il passionne. Enfin, voilà, c'est l'homme le plus riche au monde. Enfin, bon, il y a plein de trucs. Et je me disais...
est-ce qu'il n'est pas en train, encore une fois, d'innover, ce salaud, avec un nouveau truc qui est des tunnels où il va mettre des Tesla à l'intérieur pour, en fait, désengorger les routes des villes, exactement. En quelque sorte. Et moi, ça m'a passionné, ce truc-là. Oui, surtout, tu avais raison, parce que Las Vegas est l'une des premières villes à avoir passé un contrat avec The Boring Company. Ils vont construire, je crois, 45 km de tunnels, quelque chose comme ça. Oui. Et on a pu essayer le tout premier tronçon. C'est ça. Le concept, rappelons-le, tout est en tunnel. Le concept, c'est un tunnel. C'est un tunnel. C'est là où moi j'étais mort de rire. Oui, c'est vrai. C'est une voiture dans un tunnel. C'est une voiture dans un tunnel. Mais déjà, c'est pas n'importe quel tunnel, c'est pas n'importe quelle voiture. Donc déjà, ça change un peu le truc, dans le sens où ce sont des Tesla, d'accord, qui aujourd'hui donc sont pilotés par des humains, mais à terme, ce concept-là sera piloté par l'autopilote de Tesla. La promesse, c'est que toutes les voitures seront en autopilote. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que tu descends comme si tu allais au métro, sauf qu'au lieu de prendre une rame de métro, tu auras des Tesla qui t'attendront, sans chauffeur, tu rentres dedans, tu dis où tu vas aller parce que tu l'auras préprogrammé sur ton appli, et tu vas pouvoir, comme ça, traverser tout Las Vegas, aller, par exemple, de l'hôtel Le Mirage au Convention Center, parce que donc, 45 km de tunnel, mais 40 stations. Oui. C'est comme le métro. C'est une espèce de super métro. C'est un métro à la demande, si tu veux, parce que finalement... c'est plus confortable. Les voitures se suivront, si tu veux, et comme il y aura l'autopilote, il n'y aura pas d'embouteillage, parce que c'était l'une des grosses polémiques qui a été relevée lors de ce premier tronçon qui a été mis en route pour le Convention Center, c'est que, étant donné que c'était des humains qui conduisaient ce truc-là, enfin les Tesla, il y avait, si tu veux, des irrégularités de flux et donc des embouteillages dans le tunnel. Ouais, ça a coincé dans le tunnel de Las Vegas. Et c'est vrai que comme c'est un petit tunnel où il n'y a pas d'issue de secours parce que tout a été calculé, en fait Elon Musk il s'est dit il n'y a pas d'issue de secours. Mais non, mais c'est comme le métro, enfin où, je pense qu'il n'y en a pas non plus beaucoup dans le métro, parce que les tronçons sont courts. Alors les tronçons sont courts, et deux, Elon Musk dit les risques d'incendie sont minimes parce que même si les batteries il y a des risques d'incendie dans les batteries, c'est beaucoup plus faible qu'un moteur à explosion à essence. Donc en fait, il y aura pas de suffocation, parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que si c'est bloqué, tu vois, les voitures prennent feu, etc. Là, avec la Tesla, il y a tout un système qui fait qu'il y a très peu de chances pour que la batterie prenne feu. Donc finalement, tout a été pensé, mais tout a été mal interprété, parce que c'est pas encore, c'est pas chaud, ça sort pas du four encore, ce concept-là. Non, c'est sûr, c'est en devenir. Et donc, on l'a testé. On l'a testé, ce truc. Parce que moi, je t'ai pris par la main. Mais c'est vrai, rappelons-le, tu y allais à reculons. Mais oui, je voyais pas trop l'intérêt. Mais viens, on y va. Et c'est vrai qu'encore une fois, aujourd'hui, on se pose encore l'intérêt. Mais je pense qu'on est à un truc naissant qui peut-être avoir un sens pour désengorger en fait les flux de transport dans quelques années. On verra. Tu sais quoi, je ne regrette pas de l'avoir essayé et que tu m'aies forcé à l'essayer. Bon, ben voilà, c'était donc The Boring Company. We did it. Allez voir sur le site The Boring Company, on vous explique comment ça marche à Las Vegas. Et puis il y a d'autres villes qui ont signé des contrats, il n'y a pas que Las Vegas. Bon, alors moi, mon souvenir de Las Vegas cette année, alors j'en ai un tout petit et un peu plus sérieux. Le tout petit, j'ai goûté le hamburger synthétique. Alors, dit comme ça... Dit comme ça fait rêver, ça non ? Ça fait rêver, mais non, mais c'est un hamburger sans viande. Oui, enfin, c'est de la fausse viande. Il y a un steak, mais sauf que le steak, c'est végétal. Oui. Comment il s'appelle ? Le Impossible Burger. Impossible Burger. Donc, vous savez, on mange à Las Vegas. Et oui, il faut qu'on mange de temps en temps, parce qu'il faut qu'on reprenne des forces. On s'est arrêté dans un café, et moi, j'ai pris des pâtes, et toi, t'as pris ton Impossible Burger. J'avais jamais goûté. J'avais déjà goûté à Paris les merguez végétales. C'est vrai. Et puis après, j'avais fait un tweet, je m'étais fait tuer sur Twitter, etc. Les nouveaux fermiers. Voilà. Et là, le burger avec le steak, c'est très bon. C'est très très bon. Mais alors, tu sais c'est très bon et ça a le goût de viande. Je t'ai un peu poussé parce qu'au début, t'hésitais. Et je t'ai dit, allez, prends l'Impossible Burger, comme ça, je veux goûter. François Sorel n'est pas ma maman non plus. Mais non, mais je voulais absolument goûter ce truc-là. Et j'ai goûté moi aussi. Et c'est vrai. Alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah non, mais moi, je suis convaincu. Et surtout, je voudrais répondre à tous les gens qui écoutent ça et qui disent, oui, mais quel intérêt, si on veut manger du végétal, de faire des trucs qui ressemblent à de l'animal ? Eh bien si, l'intérêt, il est là. C'est que des gens comme François, toi ou moi, on adore la viande, on est des carnassiers. Mais en même temps... Excuse-moi, je vais retourner la côte de bœuf, là. Mais en même temps, on voudrait bien manger un peu moins de viande, on va dire, à la fois pour des raisons personnelles, de santé, on le sait, et puis aussi pour des raisons environnementales. La viande, c'est super mauvais pour la planète. Bref. Et donc, le végétal, ça nous permet de compenser. Oui. Donc, ça, c'est le pourquoi. Et maintenant, le comment, je trouve que c'est plutôt réussi. Mais bon, on va pas s'étendre... Non, mais juste, c'est important ce que tu dis.
moi j'ai goûté cette viande-là. Et sérieux, je suis un amateur de viande comme toi. C'est-à-dire qu'on aime bien, on est des viandards, on peut le dire. Hein. Mais j'ai été bluffé. C'est-à-dire que le steak, ce steak qui est fait à base de protéines végétales, a un goût de viande. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font. Mais ils saignent presque. C'était savoureux. Il y avait ce petit goût fumé, etc., etc. Après, tu dis, oui, donc c'est pour tous ceux qui mangent de la viande et qui veulent en manger moins. Ça peut être aussi pour tous les végétariens qui aimaient la viande et qui, par philosophie, se sont dit, je veux plus en manger, qui veulent retrouver le goût de la viande. C'est l'étape d'après. C'est ceux qui sont allés plus loin dans la démarche. Mais tout n'est pas rose dans ce truc-là, si je puis me permettre. Ouais. Alors, même s'il est cuit en rosé, hein, c'est un produit ultra transformé. Ouais. D'accord ? Ça, c'est pas terrible. Hein. Les produits ultra transformés, même s'ils sont végétaux, c'est pas génial. Ouais, enfin bon, après, on m'avait expliqué que c'est pas bon quand c'est mal transformé avec des produits chimiques. Mais c'est pas le fait de transformer. Tu sais, j'ose même pas savoir combien il y a d'ingrédients dans ce steak. Sûr, pour donner du goût et tout. Et puis, à mon avis, ça doit consommer beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité pour faire ce steak-là. À ce moment-là, si c'est ça, le pari est perdu. Alors, non, mais je pense que c'est pas aussi neutre qu'on peut l'imaginer. Mais sérieux, et testez-le parce que, franchement, moi au début, je me suis dit... Ça se trouve en France ? Oui, on trouve des Impossible Burgers de plus en plus. Il y a d'autres marques qui font ça. Il y a Beyond Meat, notamment. Il y en a d'autres aussi. Il y a un vrai marché là-dessus. Xavier Niel a investi beaucoup d'argent avec les nouveaux fermiers, notamment, qui vont sans doute, alors là, qui s'intéressent aux poulets et aux saucisses, et qui demain sortiront peut-être des steaks. Mais il y a vraiment un marché sur ce truc-là, tu as raison. Voilà. Bon, je voulais te parler d'un autre truc, mais on n'aura pas le temps, du coup. Non, mais oui, vas-y. Mon deuxième souvenir de Las Vegas, au-delà de la viande, c'était ce qu'il y avait dans le salon. Et moi, je retiens un mot, le mot-clé, le buzzword de l'année, de l'édition 2022, c'était quand même le mot métavers. Et bien sûr. Hein, voilà. Donc, on va pas faire 2 heures sur le métavers, mais c'est un truc, ça reste quand même le buzzword. On sait pas trop ce qu'il y a derrière ça. Enfin, ou alors, il y a beaucoup de choses qui sont derrière ça. Ça intéresse beaucoup les entreprises. Récemment, Carrefour vient d'acheter un terrain virtuel dans le métavers, dans Sandbox. Donc, les marques, ils vont à fond. Il y a un business qui est en train de se mettre en place. D'un autre côté, tu as des voix qui disent « c'est ridicule, c'est n'importe quoi ». Hier, j'ai interviewé, et dans mon podcast Monde Numérique, une chercheuse, Laurence de Villers, qui dit « mais c'est n'importe quoi, on va avoir des data centers partout en ville, tout ça pour s'amuser dans un grand jeu vidéo. Est-ce qu'on a envie de ça ? Il faut y réfléchir, il faut que les politiques s'en emparent, etc. » C'est le truc qui va occuper les esprits dans les années à venir, cette histoire-là. C'est clair. Et voilà, et c'est ça qui m'a... Je trouve que là, il y a eu le point de départ était là, peut-être, à Las Vegas. C'est vrai, tu as raison. Après les annonces de Mark Zuckerberg en août dernier, évidemment. Tout à fait. Après, on a testé, nous, quelques bribes du métavers, notamment un numéro de chez Jérôme et François qu'on vous a fait en VR. D'ailleurs, c'est regardez. Le dernier, c'était celui de novembre. C'était le dernier. Il est disponible en vidéo sur YouTube et on s'est amusé, on a créé nos avatars, etc. Il faut qu'on le refasse et on fera différemment, tu vois. On fera différemment. J'ai une idée derrière la tête. On va le faire. Mais franchement, moi, en tant que utilisateur de cet outil à un instant T pour enregistrer ce podcast, il y a des moments où, franchement, la réalité était troublée, dans le sens où j'avais vraiment l'impression que tu étais là, alors que tu n'étais pas là. On était dans une pièce et tout, et que ce soit l'aspect visuel ou même l'aspect sonore, parce que tout est hyper bien fait, il y a un sentiment d'immersion qui est assez intéressant. Et pourtant, je suis assez critique envers tous ces trucs-là. La réalité virtuelle, ça fait des années qu'on nous bassine avec ça, entre ceux qui vomissaient en enlevant leur masque, les mauvaises expériences, les câbles partout et tout, on a tout vu, nous, dans ce truc-là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage. Je pense que technologiquement, ce n'est pas encore prêt. Voilà. On n'a pas la miniaturisation, on n'a pas encore l'appareil qui fait que tu vas mettre ça, waouh, tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais dans 5 ans, et c'est ce que dit Mark Zuckerberg d'ailleurs, il dit dans 5 ans, les gars, on a déjà dans les labos les produits qui sortiront dans quelques années et on va arriver à miniaturiser tout ça. Et Samsung s'intéresse beaucoup aussi à ce sujet-là. Oui, et quand ils vont commencer à dégainer des trucs, ça va faire mal. Et puis il y a l'aspect réalité virtuelle, mais il y a l'aspect réalité augmentée aussi. Bien sûr. C'est un truc, demain, tu feras une visioconférence et en fait, ton interlocuteur sera assis dans ton canapé. Bon, voilà, donc vraiment, c'est un truc qui va... Mais après, on peut se dire, et ça pose aussi des questions philosophiques, tout ça pour ça, et qu'est-ce que ça... Est-ce qu'on n'a pas il n'y a pas d'autres priorités aujourd'hui, etc., etc. Ah, c'est sûr que la fin dans le monde... Ouais, ou la sauvegarde de la planète. Bon, allez, on arrête sur le métavers. Oui, c'est clair, c'est sûr.
Bon, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Voilà. On est dans un studio un peu différent aussi. On l'a pas dit à tous ceux qui nous écoutent. Comment trouvez-vous la qualité du son ? Alors, t'approches pas trop du micro parce qu'ils vont dire sinon, qu'elle est pas bonne. C'est pas bon, d'accord. Non, parce que nous avons de beaux micros. On est dans un studio. On est dans un vrai studio. Voilà. Oui, on s'est offert un vrai studio. Exactement. Voilà. Rihanna a enregistré son dernier album ici. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Absolument. Ah non, on me dit non. C'est peut-être sa belle-sœur. D'accord. Mais le son est bon quand même. Et donc, voilà, à Paris, dans le 15e. Ça s'appelle Soulside. Voilà, on va leur faire un peu de pub. Très bien. Et en plus, ils sont très sympathiques. Oui, tout à fait. Et puis, ils sont pas encore en train de dormir derrière leur console. Non. Moi, je me dis, voilà. Et donc, on enchaîne avec une partie qu'on aime bien aussi, c'est les rencontres qu'on fait tout au long de notre travail, en quelque sorte. On interviewe beaucoup de gens et parfois on fait des rencontres qui nous ont marqués. Avant de vous faire part de ma rencontre qui m'a marqué, Jérôme, qu'est-ce que tu as... Qui j'ai rencontré ? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, j'ai fait le compte là sur l'année 2021. Rien que pour mon podcast, j'ai interviewé 70 personnes. Et tous en même temps. Tous en même temps. Et ça continue en juin. Non, tiens, il y a quelqu'un qui m'a vraiment intéressé, que j'ai rencontré. En fait, c'est amusant, je l'ai rencontré à Las Vegas. C'est un monsieur qui s'appelle Fatih Balieli. Et il dirige une entreprise que tu connais, parce que je crois que tu l'as reçue sur BFM Business, qui est Exaion. Et Exaion, c'est une filiale d'EDF qui est spécialisée dans la blockchain. Mais bien sûr. Et à partir de la blockchain, ils font plein de trucs. Alors déjà, leur façon de faire de la blockchain d'une certaine manière est amusante, c'est-à-dire qu'ils, pour avoir de la puissance de calcul, eh bien, ils ont racheté des vieux ordinateurs, mais des supercalculateurs d'EDF, des grosses machines. Ils ont changé les cartes graphiques et ils se retrouvent avec des espèces de bombes atomiques hyper puissantes. Donc, ils ont de la puissance pour faire du calcul sur la blockchain et aussi pour faire du traitement d'images pour le jeu vidéo, le cinéma, etc. Et il a une vision, Fatih Balieli, il veut aller partout. Il va tout faire. Alors là, ils viennent de créer un truc avec Claude Lelouch pour financer le cinéma français. Un jeton, une crypto, un NFT, un asset en crypto dans lequel on peut investir pour financer des films, etc. Il veut aller sur les crypto-monnaies, voilà. Et ça rejoint un peu le sujet qu'on évoquait juste avant, le métavers, parce que métavers, Web3, crypto-monnaie, NFT, tout ça... Bienvenue dans le monde de demain. Bienvenue dans le monde de demain. Mais non, mais c'est formidable. Ça, c'est l'Internet d'aujourd'hui. Nous, on a connu l'Internet d'avant, François. Et là, c'est l'Internet de demain qui est en train de s'installer. Et voilà. Et c'est ces trucs-là qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de suspicions, enfin il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est n'importe quoi, un NFT, c'est absurde, tu achètes quelque chose dont tu peux pas profiter, etc. Moi j'ai pas encore d'avis sur la question, je pense qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes et en tout cas c'est fascinant et Fatih, c'est une interview que j'ai faite pour mon podcast et il raconte plein de trucs étonnants avec vraiment une vision, il veut aller très très loin dans l'exploitation de ces technologies, voilà. Ouais, mais c'est passionnant, hein. Évidemment, moi aussi, dans Tech & Co, j'en parle souvent, avec parfois des choses qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une tournure intellectuelle pour comprendre certains de ces sujets-là. Et ça nous oblige, nous, journalistes, qui ont connu l'avant, de se projeter vers le futur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est assez intéressant. Parce que même, philosophiquement, on a peut-être... il faut qu'on évolue sur certains sujets. Et c'est vrai qu'au début, on se disait, mais comment ça ? On va investir de l'argent sur des pixels qui existent et qui peuvent se reproduire à l'infini parce que c'est justement un fichier numérique. Et c'est vrai qu'intellectuellement, ça tient pas la route. C'est assez complexe. Oui. Mais il y a des jeunes qui comprennent et qui sont prêts à faire le discernement, le distinguo justement entre, par exemple, je sais pas moi, un GIF qui va être affranchi d'un NFT, qui va pouvoir être tracé en quelque sorte et identifié. Et ils auront une fierté de l'avoir, en fait, une espèce d'asset sur ce produit. Et ils seront le propriétaire, même si le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques autour de tout ça. Il y a beaucoup d'arnaques autour des cryptos, il y a des arnaques autour des NFT. Oui. La grande plateforme là, qui s'appelle OpenSeas, on s'est aperçu qu'il y avait 80%, je crois, des NFT vendus sur OpenSeas qui, en fait, sont du vol. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui volent, qui vendent des trucs qu'ils ne possèdent pas. C'est du vol de propriété intellectuelle. Voilà, ils vendent des choses qu'ils ne possèdent pas. C'est ça. C'est incroyable. Oui, c'est comme si quelqu'un nous piquait notre podcast.
d'accord ? Ouais. Et le vendait avec un NFT. Eh ben, il a qu'à essayer. Ouais, Hein ? tu vas voir un peu. Tu vas voir ce qui va se passer. Est-ce que tu t'es déjà pris un coup de micro sur la tête ? Bon, quelle est ta rencontre à toi récemment ? Alors, dernièrement. c'était très récent, c'était la semaine dernière. C'était ce matin. Non, c'était mon boulanger. Non. Même s'il y a des super boulangers, vraiment. Mais c'était en fait le cofondateur, l'un des 6 cofondateurs de la société Verkor. Verkor qui a été... Verkor. Si tu as un petit peu suivi l'actualité, Verkor a été propulsé par les médias cette semaine. Verkor avec un K. Avec un K. C'est une entreprise grenobloise. Qui a été propulsée cette semaine parce que Emmanuel Macron est monté au créneau concernant le projet d'usine qu'ils vont ouvrir à Dunkerque. Verkor, en gros, ça va être une immense usine qui va fabriquer des batteries pour les voitures. D'accord. Une gigafactory. Une gigafactory française. Ouais, exactement. Et ce qu'il y a de fascinant avec cette boîte-là, il y a plein de choses qui sont fascinantes. C'est déjà, quand tu vois le profil, le pédigré des 6 cofondateurs, moi, j'en ai reçu un qui s'appelle Philippe Chin dans Tech & Co. C'était la semaine dernière. Si vous voulez retrouver les replays, l'interview, moi, je trouve est passionnante. Ce gars-là, donc, qui est l'un des cofondateurs de Verkor, il a été directeur qualité chez Tesla, de la Model S. Il est resté 20 ans chez Renault. Et il a travaillé sur le programme d'électrification des voitures Renault. Il a travaillé chez Audi. Il a sorti le premier véhicule électrique chez Audi il y a quelques années. Et alors ça, c'est un cofondateur. Les 5 autres, c'est pareil. Il y en a 2 autres qui sortent de chez Tesla. Ils ont tous des pédigrés. C'est monstrueux. Et ces gars-là ont créé Verkor il y a quelques mois de cela. Ils ont levé 100 millions d'euros en août. D'accord. Et là, ils vont créer une usine qui va coûter 1 milliard dans 2 ans. Voilà. Et ils se disent, c'est sûr. En fait, ils ont un modèle économique. Ouais. C'est incroyable. 2035... l'Europe interdit les véhicules thermiques, d'accord ? Donc, on sera obligé de rouler en véhicule électrique. Et eux, ils ont fait une équation, les gars. Et on n'a pas beaucoup de fabricants de batteries européens. On a un gros problème. On achète tout à la Chine. Alors, etc. on en a quand même quelques-unes. Oui, il y en a un peu. Il y en a 3, en fait. Il y a 3 projets. Il y a Verkor, il y a un projet Renault avec une boîte chinoise, dont je ne me souvien plus le nom. Il y a un autre projet avec Total Energy. Oui, ça, c'est pour la France. Il y en a aussi au niveau européen, il y en a en Allemagne. Je crois qu'il y en a une vingtaine en tout. Mais disons qu'on en a déjà 3 en France. Il faut savoir que ce sont les Asiatiques qui ont un vrai savoir-faire dans le monde de la batterie. Les Japonais, Panasonic, LG, bien sûr, les Coréens. Et donc, on a un retard. Et je trouve fascinant de voir à quelle vitesse cette start-up se propulse. 100 millions d'euros il y a quelques mois. Dans 2 ans, ils ouvrent une usine qui coûte 1 milliard. Et à terme, ils vont fabriquer des centaines de milliers de batteries pour les véhicules. Et alors, moi, j'ai posé la question... C'est l'Elon Musk du Verkor. C'est ça. C'est un peu ça. Mais du Verkor, pas la région. Hein. Oui, non, de la start-up. Ils sont pas loin de la région du Verkor. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont pris ce nom. Je ne sais même pas, avec un cas. Je ne sais pas, je leur ai pas posé la question. Et donc, j'ai posé la question à Philippe Chin. Mais Tesla a ouvert une usine en Allemagne, à Berlin, leur Gigafactory. Est-ce que vous n'allez pas pouvoir être un fournisseur de batteries Tesla ? Il dit oui, c'est possible. Oui. On connaît bien Tesla. On attend de mettre en route notre truc et on leur vendra sans doute des batteries. Et en plus, c'est pas ça, c'est que les batteries, il n'y a pas que dans les voitures qu'ils vont en vendre. Ils vont vendre aussi des batteries, par exemple, pour les maisons. Parce que demain, tu pourras très bien trouver ton autonomie en énergie avec des panneaux photovoltaïques et des batteries. Et ces batteries-là ressemblent, les batteries qu'il y aura dans ton garage ou dans ta cave, ce sont des batteries qui ressemblent à des batteries qu'il y a dans les voitures. Parfois, c'est même les mêmes qui sont recyclées dans le résidentiel parce qu'elles sont plus assez efficientes pour la voiture. Et il me dit, il y a un autre marché. C'est quoi ? Et qu'il a identifié. Le burger. Non, ce sont les drones, mon pote. Les drones, mais les drones autonomes qui vont transporter les gens. Là aussi, il va falloir des batteries. Les drones de transport. Les drones de transport. Et déjà, Verkor voit le futur. Et les voitures, les drones et les batteries pour les maisons pour qu'on gagne en autonomie énergétique. C'est une boîte formidable. Regardez un petit peu les interviews. Alors, bon, moi, j'en ai fait une. Il y en a plein d'autres. Passionnant. Vraiment. Verkor. Bon, tu m'as enchanté là, avec ton Verkor. Tu m'as ému, tout ça, machin. C'est vrai ? Ouais. Je t'ai électrifié. Tu m'as électrifié. Bon, je te propose qu'on termine par donc 2 petits coups de cœur en termes de hardware, de produits tech.
Moi, je t'ai apporté quelque chose. Oui, j'ai vu. Voilà. Avec ta grosse boîte. Je l'ai même apporté pour que tu le vois. Oui. C'est un truc que j'ai découvert il y a à peine quelques jours et je trouve ça fabuleux. C'est un truc qui s'appelle Stream Deck. Stream Deck, c'est un accessoire d'ordi pour les streamers. Et tu sais que je suis un grand streamer sur Twitch. Oui, t'es un streamer dans l'âme, toi. Exactement. Non, c'est pas vrai du tout. Je n'ai jamais streamé. Je fais beaucoup de trucs, mais pas ça. Et néanmoins, je me suis aperçu que ça pouvait rendre service pas seulement pour les streamers. Moi, je fais plutôt du podcast. Je suis pas streamer, je suis podcasteur. Et toi, t'enregistres. J'enregistre, exactement. Et quand tu enregistres, ça... Oh, pardon, c'est la boîte qui fait du bruit. T'es sûr? Oui. Parce qu'on est dans un endroit confiné, quand même. Attention, Jérôme. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce Stream Deck? C'est un petit boîtier avec des boutons, et les boutons sont paramétrables, avec une application qui est fournie avec, et tu peux faire tous les raccourcis de la Terre avec ces boutons-là. Donc, c'est assez génial. Les streamers, ils s'en servent. Mais donne-moi un exemple. J'appuie sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, par exemple, j'ai un truc, quand j'enregistre mes podcasts, c'est un peu compliqué parce que j'ai des micros, de machin, j'écoute tantôt au casque, tantôt sur les enceintes, j'utilise un logiciel qui a ses propres entrées, ça fait des circuits, je m'y retrouve plus, le passage du son sur l'ordi, j'arrive plus à m'y retrouver, je passe des heures à tout rebricoler, à débrancher les câbles, machin, etc. Là, j'ai programmé mes trucs. En internat d'ailleurs, oui, je absolument. J'ai été interné pendant quelques jours. Tout à fait. Et j'ai fait une grosse dépression par rapport à ça, mais grâce à cet outil, je suis sauvé, j'ai paramétré mon truc, j'appuie sur des boutons et je passe du casque au haut-parleur, au machin, etc. Je peux lancer, mais tu peux tout paramétrer. Mais tu peux scripter plusieurs actions en appuyant sur un seul bouton. Tu peux faire des macros, etc. Pas mal. Et moi, je fais du montage sur un logiciel qui est assez sophistiqué, avec plusieurs pistes et tout. Et le but du jeu, c'est d'aller toujours plus vite. Et bien, plutôt que de faire des raccourcis sur un clavier qui est assez grand, etc., là, je me suis mis les 4-5 fonctions essentielles sur le petit Stream Deck. Je l'ai tout le temps sous la main et tac, 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 la souris à droite, le petit clavier à gauche, je vais beaucoup plus vite. À tel point qu'en fait, j'avais acheté la version avec 6 boutons, et là, tu vois, je viens de me commander la version avec 15 boutons. Et peut-être qu'un jour, j'achèterai la version avec 24 boutons. Oui, ça, ce sera pour Noël. Non, après, ça va faire trop. Mais enfin, voilà, c'est certainement pas destiné à tout le monde. Non, mais ça peut intéresser... Mais je pense que ça peut intéresser plus de gens qu'on ne croit, en fait. Des gens qui font des trucs un peu... qui sortent au départ, c'est fait pour les streamers, c'est oui, ça? Leur marché, c'est une marque qui s'appelle Elgato. Et voilà, et leur core business, on va dire, c'est les streamers. Ils ont plein d'accessoires pour les streamers. C'est la marque chouchoute des streamers. Tout à fait. Qui existe depuis pas mal d'années d'ailleurs. Et alors moi c'est pas un produit alors que j'ai touché mais que j'ai pas pu tester. On revient au CES de Las Vegas et on reste dans l'électricité. Je trouve qu'il y a comment dire, quelque chose de fascinant dans ce produit, c'est cette petite télécommande Samsung qui sert à piloter la télé. Alors, bon, vous dire une télécommande, François Sorel, ça fait 50 ans que ça existe. Oui, mais celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de pile. Et vous allez me dire, oui, ça existe aussi, puisque Samsung a sorti déjà une télécommande avec un petit panneau solaire derrière. Un petit panneau solaire qui recharge. Voilà. Mais celle-là, celle qu'on a vue au CES de Las Vegas et qui va arriver avec les modèles de cette année, alors haut de gamme, et puis après, je pense que ça dégringolera, ça arrivera sur toute la gamme. C'est une télécommande qui se recharge donc toujours avec ce petit panneau solaire, mais aussi avec le Wi-Fi. Et moi, j'ai trouvé ce truc-là quand même incroyable, qu'une télécommande arrive à capter de l'énergie ambiante grâce au réseau Wi-Fi, parce que le réseau Wi-Fi, c'est des ondes électromagnétiques qui transportent de l'énergie. Oui. Et là, vous avez la télécommande avec ses petits bras musclés. Hop là, elle prend un petit peu d'énergie, comme ça, tac, tac, tac. Et avec n'importe quel réseau Wi-Fi. N'importe quel réseau Wi-Fi. N'importe quelle box, n'importe quel routeur. Voilà, elle prend les ondes, elle se dit, ah tiens, je vais croquer un peu celle-là. Hop. Et en fait, elle recharge. Alors, c'est des milliwatts. Ouais, c'est vraiment ridicule. Mais étant donné qu'une batterie ne nécessite pas énormément d'énergie, si tu veux, télécommande. La batterie de la télécommande ne nécessite pas beaucoup d'énergie. La combinaison entre le photovoltaïque plus le Wi-Fi arrive à avoir une autonomie complète avec une batterie. Donc, une télécommande qui n'a plus besoin de piles. Je trouvais ça assez intéressant, mais je suis encore allé un petit peu plus loin. Je me suis dit, tiens, est-ce que demain, on pourrait recharger son téléphone ou, je sais pas, moi, tu vois, tes AirPods, comme ça, en les posant dans une pièce? Il y a la marque Barracuda qui a présenté à Las Vegas un thermomètre frontal qui se recharge en le secouant. C'est ça. Donc mais alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas le Wi-Fi. Mais je me suis posé ça fait partie de ces appareils, ces petits appareils qui arrivent à récupérer de l'énergie autrement qu'avec
qui deviennent autonomes en énergie, en fait. Autonomes, et c'est ça qui est formidable. Mais donc, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que demain, on pourra imaginer poser son téléphone sur une table, par exemple, ou n'importe où, ou mettre dans ta poche, et dans un lieu où il y a des ondes qui pourraient le recharger. J'ai posé la question à une start-up qui est spécialisée là-dedans. Et alors, attention, douche froide, physiquement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Parce que en fait, c'est trop complexe, il y a trop de déperdition, ça coûterait trop d'argent parce que en fait, il y aurait un rendement qui serait nul. Effectivement, pour les petits produits qui nécessitent peu d'énergie, les télécommandes, certains objets connectés, tu vois, par exemple les détecteurs de portes, les trucs comme les ça, interrupteurs, les machins, tout ça. Eh bien là, oui, on peut imaginer, mais pour des appareils qui nécessitent plus d'énergie, là, franchement, et le gars, je lui dis, mais dans peut-être 5 ans, 10 ans, il me dit non, jamais. Physiquement, c'est pas possible. Ouais, mais c'est rassurant dans un sens, François. Ça veut dire qu'il n'y a pas tant que ça, parce que ça pourrait être aussi un peu flippant de se dire qu'il y a de l'électricité en permanence qui nous traverse le corps, etc. Oui. Donc finalement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et la société, cette start-up que j'avais interviewée, ils faisaient un truc très intéressant. Ils ont mis en place comme un sous-main, tu sais, que tu poses sur un bureau. Et ce sous-main est connecté à l'électricité. Et si tu achètes un PC qui est compatible, là, ils ont passé un accord avec Lenovo, premier constructeur au monde. Tu le poses et il se recharge. Il se recharge. C'est de l'induction, ça. C'est de la super induction parce que là, tu as un rendement qui est exceptionnel. C'est comme si tu branchais un câble sur ton PC. Et si tu mets la main, tu crames. Non. Non, tout a été fait pour. Mais en fait, alors il faut que le PC soit compatible, il faut que son dessous, bien sûr. le dos du PC soit compatible avec ce truc-là. Mais tu pousses ton PC sur le sous-main, tu n'es pas obligé de le positionner bien, etc. Tu sais, tu as remarqué ton téléphone, il faut bien que tu le positionnes sur l'induction pour qu'il fonctionne. Autrement, si c'est à côté, le lendemain matin, tu te lèves, tu n'as plus de batterie. Moi, combien de fois ça m'est arrivé ? Et bien là, non. Tu poses ton truc sur le sous-main, il se recharge à 100% à la vitesse de l'éclair. Génial. Et c'est une start-up française qui a fait ça. Comment elle s'appelle ? Je m'en souviens plus. Ah, voilà. Mais je te le redonnerai la prochaine fois. Ok. Bon, on va s'arrêter là ? Je crois. C'est déjà pas mal. On était ravis de passer ce moment avec vous. Mais bien sûr. On essaiera de vous retrouver très très vite. Mais la promesse, c'est une fois par mois. Mais une fois par mois. C'est vrai qu'on a été un peu là... un peu négligent. Un peu désobligeant. Non, un peu débordé. Un peu débordé, il faut bien le dire. On avait des bonnes excuses. Exactement, mais on reviendra très vite. L'actualité va se précipiter là avec le Mobile World Congress de Barcelone. On y sera. Voilà, ça y est, c'est acté. Hein. Petit à petit, on reprend une vie normale dans les salons et on sera donc là pour vous faire vivre ce grand salon de la téléphonie mobile. Voilà, on était ravis de vous recevoir chez Jérôme et François. Et puis, vous le savez, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, un peu partout. François, on te retrouve Tech & Co, tous les soirs du lundi au jeudi 20h-22h en direct, monsieur. Et oui, je suis en direct tous les soirs. Respect. À la radio, à la télé, sur BFM Business. Et formidable. Puis, nous deux sur 01 TV. Voilà. Tous les jeudis, notamment avec 01 Hebdo. Avec 01 Hebdo, et puis toutes les autres émissions que vous retrouvez, etc. Voilà. Et puis toi, dans Monde Numérique, le week-end. Dans Monde Numérique, le podcast, tous les samedis matins, absolument. Voilà. Donc, il y en a un tout frais, là, qui vient d'arriver ce week-end. Et ben voilà, on va l'écouter avec beaucoup d'attention. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, les amis. Salut à tous.